Mais on va pas. C'est ça le procès de l'Europe. C'est de dire, OK, vous avez pris toujours 90%, mais écoute, maintenant, c'est bon. Vous allez avoir 10%, parce que vous savez, on ne peut pas se détacher. On est dans un monde, tu vois, où on ne se détache pas de personne. Mais, si j'ai mes avantages, il faut qu'ils me reviennent. C'est moi qui ai. C'est comme la Côte d'Ivoire avec le chocolat, là, je ne sais pas quoi. C'est la même chose. Deuxième pays, je pense, dans le monde. Hein. Premier pays producteur de cacao. Il n'y a pas même pas de... Moi, pour m'acheter du chocolat, il faut que j'ai en Suisse. Mais il faut que la Côte d'Ivoire aussi, il ne va pas intenter des procès, mais il faut qu'ils disent un jour, OK, c'est bon, vous allez avoir 2%, le reste c'est moi. C'est ça. Mais outre ce changement de paradigme dans les rapports commerciaux, est-ce que la gestion même des États africains par les dirigeants qui sont votés par les peuples, est-ce que ces gestions souvent ne se font pas au profit d'une certaine partie de la population? Et après, la plus grande partie est dans la pauvreté. Mais c'est ça que je vous dis, c'est ce qui nous est arrivé au Sénégal. On se rend compte aujourd'hui de comment ces gens-là, cette petite partie dont vous parlez là, cette minorité-là, comment ils sont partagés cet argent, comment ils ont lapidé cet argent. Et c'est partout en Afrique. Mais ça, c'est terminé. Hein, dans quelques Afriques. C'est terminé au Sénégal, c'est terminé au Burkina, c'est terminé au Niger, c'est terminé au Tchad, tout récemment. Et je pense que ça va se terminer au Bénin. Ça va se terminer. Ça se termine. Donc, on va parler du passé maintenant. Ou bien on parle du présent. Mais c'est terminé, ça. Par exemple, chez moi, on ne parle plus de ça. C'est fini. Tu sais de ce dont on parle? Remets l'argent, rembourse et va en prison. C'est ça dont on parle. Il y a une autre grande graine aussi qui mine les sociétés africaines, c'est la corruption. Est-ce que vous avez des productions dans ce sens, la corruption? Mais c'est la corruption qui nous a amené à ce que bon nombre de gens vont en prison. Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. Un griot. Vous savez ce que c'est qu'un griot? C'est ça, je connais un griot. Le griot sénégalais, le griot du président de la République. Il a eu il a mis sur la table 400 milliards pour ne pas aller en prison. Le griot. Juste chanter Juste chanter le nom du président, il a 400 milliards de francs CFA. Tu sais, il est en prison, là. Ouh là là là. Il a mis une caution de 400 milliards. Je l'ai lu aujourd'hui. 400 milliards. On s'est rendu compte que le gars, il a 400 milliards. Au départ, il avait mis 152 milliards sur la table pour une caution. Tu te rends compte, Griot, le fils du président, là. Hein? 152 milliards. Dans son compte, comme il le fait. Bon, moi, tu sais, moi je lis, hein, et j'ai des infos. Oui, l'actualité. Il a mis. C'est normal que vous suiviez cette actualité. Le petit là, je pense, on parle de ça, ben, j'ai que des informations. Même les chanteurs, même les trucs, les griots, mais tout. Ils ont profité de tout. Mais juste l'exemple que je vous donne, c'est le griot. Un griot. Un simple griot qui a 400 milliards de francs. 400 milliards de CFA. Le griot du président Macky Sall. C'était quoi son rôle, le griot? C'était tout ce qui était flou. Tout ce qui était argent, ça passait par lui. C'est lui-même il a dit à un certain moment, si je veux que tu sois ministre, je peux le faire pour toi. Il a dit quoi? Il a dit à des gens, si demain je veux que tu sois ministre, tu vas le faire. Parce qu'il était en bonne relation avec la femme du président. Donc tu étais ministre, c'était grâce à lui, hein, parce qu'il le pouvait. Et donc il recevait des pots de vin parce qu'il arrivait à placer des directeurs. Et puis surtout sur la terre, parce qu'il a vendu beaucoup. Il vendait, parce que Macky Sall, je pense que avec sa famille, c'était des bouffeurs de terre. Ils aimaient la terre. Le gars, on a calculé, il avait, je sais pas, 514 parcelles qui coûtent, je sais pas, chacun 1 milliard, je sais pas quoi, combien. Et s'il n'est pas le seul, on est en train, le Premier ministre, non, le ministre de la Justice, là, on lui a foutu un bracelet électronique là, corruption, parce que quelqu'un est venu lui donner 50 millions et il devait lui remettre encore 250 millions. C'est le mec là qui est allé vous dire, voilà, lui, c'est un corrompu. Vous parlez du ministre de la Justice actuel? Non, l'ancien. Ok, là, sous le pouvoir. Avant-hier. Donc, quand on a un Premier ministre, on a un ministre de la Justice qui fait ça, qui a été au Trésor, qui était directeur, ils ont lapidé cet argent. Donc, c'est cette minorité qui bouffe et puis qui laisse les gens pauvres. C'est fini cette histoire, c'est terminé. Vous pensez qu'avec le président Diomaye Faye aujourd'hui, le Sénégal est en train de renaître de tous ces maux quelque part? Alors, franchement, je vais vous dire une chose. Dites-moi.
Moi, je suis quelqu'un qui a toujours rêvé de cette Afrique. De cette Afrique juste, de cette Afrique riche, de cette Afrique avec cette jeunesse qui peut aller quelque part, qui n'a plus besoin de rien. Je te jure, c'est ça qui est en train de se passer. Mais petit à petit, je pense qu'on va y arriver assez rapidement. Parce que, vous savez, on a trouvé beaucoup de choses. Hein. On a trouvé des mines, hein. On a trouvé beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz. Et ça commence. Je vais vous donner un exemple. On a changé avec l'électricité au Sénégal. On a basculé avec le gaz. On va diminuer. C'est plein de choses. Bon, il y a toujours les soi-disant opposants qui sont là-bas. Ceux qui ont lapidé, ils disent des choses, mais ils sont inexistants maintenant. Ils vont aller en prison, je pense. Tous, sans exception. Vous qui êtes dans le cinéma, on va dire, engagé quelque part, qui traitait de problématiques politiques, on voit tout de même, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans certaines contrées africaines aussi, cette industrie cinématographique qui est beaucoup basée aussi sur du ludique. On voit pas mal de courts-métrages où on voit des jeunes acteurs. Quel est votre commentaire sur ça? Ce cinéma qui reste tout de même assez ludique, assez amusant, où on montre que des belles jeunes dames à l'écran. Quel est votre commentaire sur ça? C'est, à mon avis, cette jeunesse, comme je vous l'ai dit là, n'a pas fait un recul sur son héritage. Elle a été un peu bafouillée à un moment, mais je pense qu'ils vont revenir. Il y a un film qui nous a montré cela. C'est le film qui a eu au Burkina, là, qui a gagné, le film de Dani. Le film de Dani Kouaté. Il parle d'historique. Il parle de tradition. Je pense que la jeunesse a été un peu leurrée ou lorgnée par d'autres choses, parce que tu sais, on a vu les novellas, on a vu les trucs, des tas de trucs. Tout à fait. Parce que eux, pour eux, voilà leurs références. Alors qu'ils ont des vraies références avec eux. Les vraies références. Prends Henri Dupac. Henri Dupac. Va voir les films d'Henri Dupac. C'est ça. Kitia Touré. Va voir ses films. Il a été mon professeur de cinéma à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Kitia Touré. Va voir. Va voir le cinéma ivoirien. De quoi on parle? Yoko Zoloa, ce grand réalisateur ivoirien. Exactement. C'est ça. Ils ont oublié. C'est que, tu sais, ils sont là. Mais j'ai posé cette question à dessein et c'est bien, d'autant plus que vous, en tant que référence, en tant que pionnier, en tant que gardien de ce temple-là, de revenir à ses premières amours qui restent dans les combats politiques. Mais vraiment. Quelque part. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire ce cinéma ivoirien. Moi, tu sais, ça c'est ma génération. Hein. Je vais te dire une chose. Tu sais, la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle détient. De culturel, d'historique, mais c'est extraordinaire. Et les Henri Dupac, là, ils ont été contemporains et historiques. Hein? Que là, parce que Côte d'Ivoire. Mais ça brouille, c'est un brassage extraordinaire en Côte d'Ivoire. Un brassage culturel qu'il a. La manière de parler, la manière de faire. On oublie tout. Tout. Ces jeunes, ils oublient ça et puis ils sont sur la beauté, sur les trucs. Parce que tout simplement, c'est ce qu'ils ont vu. Parce que c'est ce qui est vendeur aussi, non? Bien sûr. Vous voyez un peu les millions de vues qu'ils font sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que c'est vendeur. Parce que tu sais, quand tu proposes... Ça ne peut pas être des films en compétition, peut-être sur de grands marchés comme le Festival de Cannes, mais c'est vendeur sur les réseaux sociaux quelque part. Parce que ça reste aussi le seul espace de diffusion. Moi, je donne un exemple. La dernière fois que j'ai été sélectionné, c'était quoi? C'est la pirogue, non? La pirogue, c'est pas vendeur, non? C'est politique. Abrahman, quand il est arrivé ici à Cannes, c'est Tombouctou, c'est politique. Darat, avec Haroun, c'est politique. Donc pour que des films africains soient représentatifs, qu'ils soient dans des festivals comme celui de Cannes, comme d'autres festivals, vous pensez qu'on doit repenser, parce que j'ai vu aussi un film Les Aigles de la République qui dénonce un peu la dictature en Égypte, des films comme ça qui sont en compétition au Festival de Cannes. Vous pensez que ce sont ces thématiques qui doivent être dénoncées? Non, je ne pense pas que ça. Non. Les thématiques qu'il faut, je pense que c'est nous. Il faut qu'on se rende, il faut qu'on montre qui nous sommes, où on en est, comment on est. L'interrogation sur nos identités. On m'a posé la question, on m'a demandé qu'est-ce que vous pensez de Cannes. Mais je te Cannes, c'est un point de vue, c'est un état de fait de tout le monde. Tous les pays viennent et ils mettent un état de fait de ce qu'ils sont. C'est cela.
Il n'y a pas autre chose. C'est pas autre chose. Il faut faire des choses qui font que moi, là, moi, en tant qu'Ivoirien, Qui reflètent notre où est-ce identité. que j'en suis, qui je suis, comment je suis, c'est ça. Ce n'est pas juste des films politiques. Parce que quand tu commences à parler de qui je suis, mais tu rentres la politique, hein. Tu amènes la politique, tu amènes la tradition, tu amènes qui je suis. C'est ça. Tous les films que tu vois, que ce soit espagnol, non, c'est le gars là qui fait le film là, il va te montrer où est-ce qu'il en est, dans son pays. Où est-ce qu'il... C'est exactement ça. Et c'est ça les films qu'il faut. L'Égypte, le gars qui se revendique là, si tu vas en Égypte, il y a une dictature qui est là-bas. Il va se revendiquer par rapport à une dictature, par une politique. Et après, ce qui tourne autour de son film, c'est sa tradition, c'est ses relations avec les autres. Mais c'est ça le truc, le débat que nous avons. Tu vois, les films qu'il nous faut. Et quand on fait une chose, pour faire ces films-là, on fait un recul sur nos aînés, sur les aînés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis on choisit sur les aînés les défenses qu'ils ont fait. Tu l'intègres dans ce que tu es aujourd'hui, parce que ce qu'ils ont fait hier, mais il existe toujours aujourd'hui. Henri parle, quand tu vois son film là, avec la polygamie, c'est aujourd'hui même que ça explose même que n'importe quoi. Ça reste intemporel quelque part. C'est ça. Ce n'est pas amener un sujet, c'est t'amener toi-même. C'est ça. Si vous deviez laisser un legs, tout à l'heure vous parliez du legs de Sembène Ousmane, de certains aînés avec qui vous avez appris en tant que technicien, en tant que jeune passionné, si vous deviez laisser un legs à la jeune génération, à celle forcément qui s'inspire de vous, de vos thématiques, de vos réalisations, de vos productions, qu'est-ce que vous pourriez leur léguer quelque part? Moi, ce que je leur demande, parce que c'est ce que je fais jusqu'à maintenant, c'est dans l'observation et l'écoute. Parce que tu sais, beaucoup de gens sont chez eux sans observation, sans écoute. Et il faut arriver avec des films, observer et écouter. C'est des sujets comme ça qu'il fallait trouver. On est toujours dans l'écoute et l'observation et dans les aguets. C'est ça, ces films comme ça que je leur demande. On ne va pas leur dire, fais-moi ce thème-là. Non, non, non. Quand tu écoutes, que tu observes, eh bien, que tu trouves chez toi. Parce que c'est des réalités. Parce qu'on arrive avec des réalités de chez nous. Il y a un film là, sur une femme là, qui a fait un film sur les lesbiennes, tu vois, sur ça. Mais c'est une réalité qu'elle vit. Et puis, c'est une réalité qui existe. C'est actuel, oui. C'est actuel, mais il faut qu'on soit actuel. Actuel ne veut pas dire faire des films avec des belles filles. On peut y intégrer. Mais reste actuel. Il faut que notre actualité sorte. Qu'on mette un thème fort en avant. S'il te on traite. On le traite sous toute couture. C'est exactement ça. C'est ça qui nous faut. Les petits là, je pense qu'ils vont se réveiller un jour. On va dire un regard d'ensemble sur l'évolution aujourd'hui de l'Afrique dans son ensemble. Vous avez dit tout à l'heure, les choses sont en train de changer. Selon vous, au Sénégal, au Burkina, au Niger, ce point de vue n'est toujours pas partagé, mais quand vous jetez un regard synoptique par rapport à l'Afrique, est-ce que vous pensez que les choses ont évolué plus que ça? Je pense que les choses vont évoluer, mais rapidement. Ça va surprendre tout le monde, ça va évoluer. Et les seuls qui sont bien au courant qu'on va évoluer très vite, c'est l'Europe. Les Africains ne sont pas encore au courant. Et les seuls qui sont, parce qu'ils s'organisent, ils sont en train de s'organiser par rapport à... Je viens de la Guinée, je viens de terminer un tournage. D'ici peu de temps, en 2026, la Guinée va être le pays le plus productif de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a trouvé du fer. Tu sais, le fer, on en a besoin dans le monde. Les Américains ont fait toutes les routes, ils sont en train de faire toutes les routes de la Guinée. Alors que depuis l'indépendance, il n'y a pas eu de route. Les Chinois sont en train de faire un chemin de fer qui part de Conakry jusqu'à Zéro-Corée. Ça veut dire Conakry-Zéro-Corée, c'est à peu près 800, 900 km. Ils vont le faire pour le faire. Et la Guinée a tout. Donc, ça va se faire très vite. Les seuls qui sont au courant, c'est les présidents africains et les Européens, pas le peuple. Mais, crois-moi, l'Afrique, là, bon, moi je ne suis pas européen, ça va changer. Mais très vite. Trop vite. Trop vite.
comme on le dit souvent, beaucoup d'observateurs, le futur c'est en Afrique. Là, vous le confirmez, là, du coup. Ah, ça c'est clair, hein. C'est clair que le futur est en Afrique, mais ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, mais on ne le disait pas haut et fort. On ne le disait pas. Maintenant, on le dit haut et fort. Je vous emprunte une petite expression, un mot tout à l'heure, vous aviez dit, votre grand-père vous a dit. Et cette expression elle est beaucoup reprise par un leader politique ivoirien, Charles Blé Goudé, que je cite. Et le grand-père, les pensées du grand-père, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? C'est la sagesse africaine, c'est quoi en gros? Mais tu sais, le grand-père, il m'a dit, oui. La grande personne, ce qu'il voit de loin, le petit ne peut pas le voir de près. C'est ça. Ça, au fait. Le grand-père, il voit de loin. Et le petit, il voit de près. Donc, on dit que le grand-père, pour ne pas le heurter, il dit ce que le grand-père peut voir de loin, le petit ne peut pas le voir de près. C'est comme ça. Vous qui êtes avant les indépendances, forcément, lorsque vous dites ça va aller très vite, c'est que vous avez vu l'évolution du monde, l'évolution de l'Afrique depuis toutes ces années, et vous l'avez aussi, cette Afrique, vous l'avez sculptée dans ses contours, en tout cas d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue sociologique. Je l'ai survolé. Moi, je survole l'Afrique tout le temps. Avec la jeunesse. Hein. Je ne la survole pas avec quelqu'un d'autre, avec la jeunesse. Avec la jeunesse et les gouvernants. Parce que, bon, comme que j'ai une position, donc je suis avec la jeunesse et les gouvernants, ils me consultent. On est là, on discute avec les gouvernements, on les voit. Parce que là, quand je vais quelque part, il y a un ministre qui me reçoit, il y a l'ambassadeur de France qui me reçoit, et puis il y a la jeunesse. Et puis, alors que moi, je suis venu pour la jeunesse. Donc, je me rends compte. Si vous avez récemment, j'étais à Lubumbashi, là, j'étais en Guinée, là, je vais aller en Iran. Et puis, je me rends compte d'une chose. Il y a une collection mondiale jeunesse qui est en train de se faire, qui ont un autre regard. Les petits jeunes là, français, les jeunes hollandais, les trucs, ils ont un autre regard sur l'autre. Donc ce regard change. Et puis le petit là, africain là aussi, il y avait eu beaucoup de complexes, d'autres, c'est fini tout ça. Pour emprunter le thème en Pateba, vous êtes une bibliothèque vivante, forcément. L'un des derniers Mohicans, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un petit mot rapidement, vous en tant que bibliothèque, en tant que témoin du passé, du présent et du futur, un mot aux dirigeants actuels du Sénégal, vous diriez quoi? Je leur dirais ceci, au moins pour nos dirigeants sénégalais et un peu africains. Parce qu'il y en a qui résistent. À ceux qui sont au Sénégal, moi je leur dirais de toujours tenir le cap de la même manière qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils ont dit une vérité au peuple, ils sont avec un peuple. Ça, c'est ce que je leur dis. Attention, il faut être avec le peuple tout le temps. Et puis, ils le font. Je n'ai même pas besoin de le dire parce qu'ils sont venus pour le peuple et ils sont là pour le peuple. Donc, je leur dis de continuer comme ça. Jusqu'à ce que vie s'en aille. Pour les autres, je leur dis attention. Ceux qui résistent, je dis attention. Ça peut chauffer pour eux. Ça peut péter même pour eux. C'est ce que je leur dis. Attends, quand c'est ça. Et si je vais m'arrêter là, ça peut péter pour eux s'ils ne font pas attention. Et bon, il faut qu'ils fassent attention. Parce que c'est terminé là. C'est terminé ce blocage Mais tu sais, je vais te donner un exemple. Ça veut dire que tu as vu maintenant les Africains, ils écoutent l'Afrique. Les radios là. Les Africaines, les jeunes là, ils écoutent leur radio. Avant, on écoutait quoi? RFI, le truc, tout ça. Maintenant, c'est les radios africaines qu'on écoute. C'est les jeunes. Donc ça, c'est le changement radical. C'est clair que des médias africains sont beaucoup plus suivis que même aujourd'hui des médias qui sont dits, entre autres, en grippe des médias internationaux, parce qu'on est dans un village planétaire où l'information... Voilà, il n'y a plus de médias internationaux en tant que tel. On a gagné déjà. On n'est plus international, on est africain. Et ça, c'est extraordinaire. Je te dis, on avance vite. Bon, il faut juste observer, écouter. Et on se rend compte qu'on a réussi. Voilà. Les élections en Côte d'Ivoire, c'est en octobre. On va terminer par ça. Vous voyez un peu certainement, même si vous ne suivez pas tous les jours, l'évolution de l'actualité en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Mais tu sais, la Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y avait un Tcham. Oui, Tidjane Tcham, oui. Qui n'est plus solvable comme candidat. Vous avez vu que, oui, son nom a été retiré de la liste électorale. Parce que tout simplement, il est français. Mais il a une double nationalité. Mais après. Mais justement, tout à fait. Non, mais tout à fait, il a comment on appelle ça, comment on appelle ça, il a été déchu de sa nationalité française.
il a demandé à être dessus de la nationalité française, donc il a quand même la nationalité ivoirienne. Après, ça fait débat. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2025, nous sommes à Cannes. Aujourd'hui, justement, il y a eu un procès où l'un des membres du PDCI était allé en procès contre Tidjane Thiam, justement par rapport à sa nationalité, alors qu'il a laissé tomber sa nationalité française. Et cette personne qui a porté plainte contre lui a été déboutée. Et vu que voilà, donc on ne sait pas par rapport à l'évolution des choses, son nom va être réinscrit sur la liste électorale ou pas, la problématique reste. Mais qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que Tidjane Thiam, qui a été ministre en Côte d'Ivoire, a été retiré de la liste électorale? Mais ça, c'est les plus grandes conneries politiques que les politiciens font. C'est un peu la même chose que Sonko. On a eu le même débat avec Sonko. Ce n'est pas un problème de nationalité, c'est un problème d'électeur. Est-ce qu'il était solvable ou pas solvable? Donc, tout est bon pour annuler quelqu'un. Tout est bon. Et c'est ridicule d'être ministre et puis de revenir et puis de vouloir être président. On te dit, mais tu n'es plus... C'est du jamais... C'est ridicule. C'est de la science-fiction pure et dure. Hein. Donc, moi, je pense que quand on arrive à un système où, quand même, on commence à être ridicule, d'une manière ou d'autre, il faut arrêter. Vous pensez que les gouvernants actuels ivoiriens sont ridicules? Quand on arrive à dire à quelqu'un qui n'est plus ivoirien, qui est français, alors que nous... Mais c'est aussi des fondements juridiques, vous comprenez? Ils ont raison quelque part, non? Parce que juridiquement, ils l'ont prouvé. mais si tu attends jusqu'à maintenant pour prouver, pour arriver à la justice, alors que le mec, il a été ministre, tu te poses la question. C'est comme comment il s'appelle, celui qui est parti là, qui a fui là, hein, qui a fui en Côte d'Ivoire. Qui ça? Guillaume Soro. Non, le Burkinabé là, l'assassin là. Blaise Compaoré. N'est-ce pas, il est ivoirien maintenant? Oui, Blaise Compaoré, il est ivoirien. Mais c'est trop, nous saturé. Il en rigole. Blaise Compaoré, il a fait la demande de la naturalisation, il a été naturalisé ivoirien. Président de Burkina Faso, qui devient burkinabé en un quart de tour, qui devient ivoirien. Mais c'est du jamais vu, non? C'est rigolo. Et c'est là un peu la même chose, même si on va dans la justice, parce que je ne sais pas comment il a fait avec la justice pour être ivoirien. Et devant les Ivoiriens, parce que même les Ivoiriens ne devaient pas accepter ça. C'est comme si Macky Sall se réveille et il devient Ivoirien chez vous, là. Mais s'il demande la naturalisation, parce que le point de Blaise Compaoré, sa femme est ivoirienne. Mais alors? Ah ben, le code de la nationalité ivoirienne, mais je pense que tout sa femme est ivoirienne, donc forcément. Je pense que tout ça, c'est des petits trous politiques qu'il faut faire. Mais c'est ridicule quand même. Et il ne faut pas qu'on soit aussi ridicule. À mon avis, ça perturbe les choses. Ces instances, ces choses comme ça, ces histoires comme ça perturbent toujours les choses. Et puis, il ne faut plus perturber l'Afrique. Je pense que ton président, je ne sais pas comment il s'appelle là. Le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, je pense. Il faudrait quand même... mais qu'il laisse la jeunesse être là. C'est mon avis. Hein. L'Afrique est jeune. L'Afrique est jeune, même si... les experts. Et puis, tu sais, c'est comme moi. Moi, par exemple, heureusement que ce que je fais comme métier fait que je n'aurai jamais de retraite. Mais si tu arrives à un système de réflexion, parce que la politique, elle demande beaucoup de choses. Écoute, tu arrêtes, tu laisses les jeunes. C'est comme Senghor qu'il a fait avec Abdou Diouf. Il faut faire ça. Il faut donner. Laissons les jeunes, guider la jeunesse africaine. Et puis, attention, les jeunes sont capables en Afrique. L'intelligence qu'il y a, la capacité qu'il y a avec cette jeunesse-là, c'est extraordinaire. C'est les plus cultivés du monde. Laissons-les. Vous qui traitez l'actualité politique africaine, vous qui suivez aussi l'actualité politique en Côte d'Ivoire, est-ce que ces sujets politiques-là font débat au Sénégal? Bien sûr. Et quel est le regard des Sénégalais sur ce qui... Mais tu sais qu'est-ce qu'on demande? Là-bas, là, on demande à la jeunesse de faire la même chose. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est la jeunesse sénégalaise, c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent quoi? Ils demandent qu'on fasse la même chose, ce qu'on a fait à Macky Sall, qu'ils le fassent à Ouattara. C'est-à-dire qu'il y ait un soulèvement populaire? Ouais, populaire, et puis qu'ils s'en parlent. C'est ce qu'ils demandent. On espère qu'on ne va pas en arriver là et que les gouvernants vont comprendre qu'il y a lieu de redresser la barre
Et puis bon, certainement, vu que là, j'espère qu'il va le faire. Mais j'espère vraiment, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est un socle de l'Afrique. C'est un pays socle. Il ne faut pas le déranger autant. Vraiment. Et puis il a été dérangé. Hein. Et on était tristes, nous tous. Tous, on était tristes. Surtout nous, les Sénégalais. Tristes, donc il ne faut pas déranger ce fait. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Hein. Ce n'est pas un pays africain. Pour nous, c'est un pays frère. Il y a une grosse communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Et Thiam, c'est un Sénégalais, non? Oui, son père Amadou Thiam est d'origine sénégalaise, mais il est né français parce qu'il est né avant les indépendances. Oui, mais bon... Voilà, il n'a jamais eu la nationalité sénégalaise en tant que tel. Je vais te raconter une chose. Dites-moi. Il faut qu'on revienne sur une histoire. Tu vois Sékou Touré, le président Sékou Touré. Oui. Mais son grand problème avec la France, c'était ça. C'était des gens qui étaient mariés avec des Français qui étaient devenus franco-guinéens. Ils étaient considérés comme Français pour la France et lui, il est considéré comme Guinéen. Ça a été son vrai combat jusqu'à ce qu'il meure. S'il a été... Bon, c'est vrai qu'il a fait des... Moi, je veux faire un film sur lui. S'il est arrivé à être dictateur, tout ça, bon, ça c'est... Mais le vrai combat avec la France, parce que son vrai combat, c'était pas avec les politiques. Hein. Lui, son vrai combat, c'était la France. Et tout le temps, tout son combat, c'était les Français considérés, les Guinéens qui étaient mariés à des Françaises comme des Français, et lui, il les considérait et il les a emprisonnés. C'est ça son problème. Alors les Français disaient que lui, il a emprisonné les Guinéens. Les Français. Alors que lui, ce sont les Guinéens. On disait, vous les considérez comme des Guinéens. Et moi, je les considère. Vous les considérez comme des Français, moi, je les considère comme des Guinéens. C'est ça le problème, la considération. Et en Afrique, une considération. Il faut qu'on revienne en arrière un peu sur nos considérations. En tout cas, M. Moussa Touré, on aurait pu faire des heures. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire 1 heure. Vous m'avez dit non, mais 1 heure, c'est trop. Là, ça fait 1 heure qu'on tourne. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous prêter aux questions d'ActuPeople.net? Qu'est-ce que ça vous a fait? Mais tu sais, on a eu des questions dans nos vies. Hein. Et ça dépend des questions qu'on nous amène, qui nous amènent à déterrer des choses. Ça dépend de l'individu qui est en face de nous. Moi, quand j'étais là, la dernière fois, avec la pirogue, c'est le monde qui m'a interviewé. Le monde entier. Mais je pense que c'était là. Hein. C'était là où j'étais interviewé. Non, dans l'hôtel là-bas. Mais ça dépend de celui qui est en face. Celui qui est en face, c'est lui de terreur, c'est lui qui déterre. Donc c'est comme ça. Donc j'ai été un bon déterreur quelque part. Bien sûr. Alors moi j'ai été très honoré en tout cas de vous avoir en interview. Avoir un monument du cinéma, réalisateur, producteur, scénariste, prix. J'ai été acteur. Hein. Ben voilà, vous avez fait tous les corps du métier du cinéma et vous avoir à la faveur du Festival de Cannes. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt à Dakar. J'ai votre contact. Je viendrai pour un reportage exclusif à Dakar. Je devrais être en Côte d'Ivoire le 19 juin. Le 19 juin, vous allez en Côte d'Ivoire? Juin ou juillet? Ok. Il y a une fête là, du cinéma là-bas, je sais pas, à l'hôtel, je sais pas, l'hôtel là, le grand hôtel là. À l'hôtel Ivoire? Voilà, pour une journée de donner les prix là, je pense. Mais j'ai pas encore reçu l'invitation. Les films là, les films. Ok. Je suis membre du jury. Ah super. Bah, en tout cas, vous serez le bienvenu en Côte d'Ivoire. Moi, ça fait 3 ans que je ne suis pas allé. Je vis à Nantes, en France. Et j'ai été très heureux, en tout cas, de vous avoir. Un dernier mot rapidement. C'est mon dernier séjour en Côte d'Ivoire. J'étais avec Kitia Touré. Avec Idrissa Ouedraogo. Idrissa Ouedraogo, oui. C'était mon dernier séjour en Côte d'Ivoire. On m'a fait faire un parrain du festival de court-métrage là. Tu vois, je sais pas. Oui, FICA. Et donc, le dernier mot, c'est vive la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Merci infiniment. En tout cas, nous avons eu pour inviter M. Touré Moussa, grand réalisateur, producteur de films de cinéma. Derrière la caméra, Guillaume Vergès. Et pour la conduite des interviews, toujours Guillaume Vergès. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour un autre numéro sur ActuPeople.net. Merci. Amen.